Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Human Care où l'on aborde plein de sujets différents dans le but de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui, vous retrouvez Eva. Salut. Et moi, Justine, sur le thème de la misogynie au sein de la société. Alors, la misogynie, qu'est-ce que c'est ? La misogynie, c'est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes motivées par leur sexe. Elle ne se limite pas à des actes extrêmes ou à des discours ouvertement violents. Elle s'infiltre dans le quotidien, dans les regards, les blagues, les lois, les attentes qu'on impose aux femmes. Elle façonne nos comportements, nos opportunités et nos silences. Aujourd'hui, on va parler de la misogynie telle qu'elle existe dans notre société, parfois invisible, souvent banalisée, mais toujours bien réelle. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour remettre en question. Donc tout d'abord, on va vous parler de la misogynie dans le langage et la culture. Les mots et les images que l'on consomme chaque jour ne sont jamais neutres. Ils participent à la construction de la misogynie dans notre société. Et oui. Alors pour commencer, comme nous le rappelle Marina Jagello, une linguiste française, la langue est un miroir culturel qui fixe les représentations symboliques et se fait l'écho des préjugés et des stéréotypes, en même temps qu'il alimente et entretient ceux-ci. Donc par habitude, on n'a pas conscience des phénomènes d'invisibilisation des femmes et de leur dévalorisation qui peuvent s'y jouer. Donc certaines petites règles, des particularités sémantiques qui contribuent au sexisme ambiant. On va vous donner quelques petits exemples. Dans le langage quotidien, il va y avoir par exemple des insultes genrées, presque exclusivement féminines, telles que, attention disclaimer, pute, salope. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent pour les mecs. Non, il n'y en a pas. C'est bien dommage. C'est utilisé aussi pour humilier. Il va aussi avoir des expressions comme pleurer comme une fille, se battre comme une fille, courir comme une fille. On avait vu aussi dans un autre podcast harcèlement et sexisme le terme garçon manqué aussi. Oui. Donc, qui associe le féminin à la faiblesse. Donc c'est rabaissant et ça fait qu'on internalise un petit peu tout ça et ça nous paraît normal. Aussi, on peut dire d'une femme dans la société qu'elle est hystérique ou parfois trop émotive pour la discréditer. Mais oui, c'est horrible parce que associer le féminin à la faiblesse alors que pardon messieurs, mais c'est qui sort des bébés ? C'est pas vous. C'est qui a ses règles tous les mois. Voilà, donc la faiblesse, c'est pas du tout associé au féminin, ni aux hommes d'ailleurs, c'est associé à personne en fait la faiblesse. On est tous forts d'une manière ou d'une autre. Et dire que les femmes sont hystériques... Oui, voilà. Et puis hystérique, faut se le rappeler aussi, c'est un terme qui veut dire utérus à la base. Ah ouais, je savais pas. Oui, j'avais appris ça il y a quelques années, mais oui, c'est vraiment centré sur le fait que la femme devient folle. Et si je me souviens bien, c'était quelqu'un qui avait dit que en fait, la femme devenait folle parce que si elle n'est pas satisfaite sexuellement parlant, son utérus remonte jusqu'à sa tête. J'avais jamais entendu ça. Voilà. C'est très drôle. Ouais, c'est triste, mais c'est très très drôle. triste. En parlant de choses drôles, dans l'humour et les blagues, on peut penser aux blagues sexistes qui reposent sur l'idée que les femmes seraient moins intelligentes ou trop compliquées. Je suis sûre que vous connaissez Femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Donc il y a vraiment une idée de sexualisation constante de la femme. Puis sans parler du stéréotype de la blonde que l'on retrouve énormément. Oui, c'est très dégradant. C'est très dégradant, effectivement. Aussi, il y a une dégradation de la femme dans la musique et les paroles. Donc il va y avoir des paroles qui vont sexualiser la femme, sursexualiser la femme, qui vont la présenter en tant que femme objet, la dénigrer. Aussi, les femmes, elles vont être représentées parfois comme des trophées, des possessions. Une musique qui prend bien en dérision cette misogynie dans la société, c'est la fameuse musique de Angèle, Balance ton quoi. Et ouais, je trouve qu'elle pointe bien du doigt et de manière ludique les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc on peut citer des petites paroles. Faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Et oui, totalement. Ensuite, on va vous parler de la misogynie au travail. Donc il y a des inégalités qui sont en réalité assez invisibles. Tout d'abord, il y a les écarts de salaire à poste égal. Selon l'INSEE, en 2023, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 22,2% à celui des hommes. Les écarts de revenus salarial entre les femmes et les hommes sont encore plus marqués entre les parents. Les mères ont des temps de travail, mais aussi des salaires en équivalent temps plein, nettement inférieurs aux pères. Et les écarts s'accentuent avec le nombre d'enfants. Surtout quand on sait que la charge mentale à la maison, elle est beaucoup plus présente pour les femmes. D'ailleurs, on peut faire un petit rappel à notre podcast qui est déjà sorti sur la santé mentale et on va en parler. C'est très intéressant, n'hésitez pas à aller voir. On peut penser, donc, revenons sur le sujet du travail, que les femmes au travail, elles sont moins valorisées. Il y a des tutoiements, des tons condescendants envers les femmes, elles sont pas prises au sérieux, des remarques désobligeantes. T'es jolie aujourd'hui ? T'as l'air fatiguée ? Souris un peu. C'est très fatigant.
Oui, c'est fatigant, mais il y a aussi un autre truc qui arrive au travail, c'est que la bise, le fait de faire la bise qu'aux femmes, mais c'est partout aussi, mais c'est vrai qu'au travail, ça existe également. Les hommes se checkent. Oui, ou alors ils se font une poignée de main. Voilà. Ouais. Ça, ils ont plus tendance à faire la bise aux femmes. C'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais c'est vrai. Pour continuer, il y a la misogynie dans l'espace public. Donc là où chacun est censé pouvoir circuler librement d'ailleurs. Pour beaucoup de femmes, la rue, c'est jamais un espace paisible. Dans l'espace public, la misogynie prend la forme du harcèlement de rue, des regards insistants, des sifflements, des commentaires sur le corps, des interpellations non sollicitées, des gestes et des paroles souvent minimisés, mais qui s'accumulent et qui finissent par peser lourd, voire créer un sentiment de peur intense. Exactement. Et avec ce temps, les comportements imposent une adaptation constante de la femme. Changer de tenue, modifier un trajet, éviter certains horaires, marcher plus vite, baisser les yeux, mettre des écouteurs sans la musique. Oui. Ce sont des stratégies de protection qui sont intégrées très tôt, parfois même sans s'en rendre compte. Et en tout, il y a 75% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public, une fois dans leur vie, selon le sondage INSPO. Et c'est vrai que personnellement, j'ai jamais osé porter de robe ou de jupe pour prendre le métro, alors que le métro, je le prends tous les jours pour venir à l'université. Et parfois, quand il fait chaud, ou juste j'ai un peu envie de changer de tenue, même en hiver avec des collants, je n'ai jamais osé parce que j'ai peur du regard des hommes. Oui, je suis d'accord. Par contre, si on était dans une société qu'avec des femmes, pas de souci. Je serais en jupe tous les jours. C'est sûr, mais tu fais surtout très attention quand, par exemple, il y a du monde, tu vas faire attention à tes arrières, tu vas baisser la musique. J'ai pas envie d'être frottée par quelqu'un. Oui, non, c'est vraiment assez perturbant au quotidien en réalité. Et donc là où certains, donc les hommes, se déplacent sans y penser, d'autres doivent anticiper le danger. La liberté de mouvement n'est pas la même pour tout le monde, et ça c'est bien dommage. On a un petit mot, donc on avait laissé une boîte pour recueillir vos témoignages d'une fille qui s'est fait aboyer dessus par un homme pour l'aborder. C'est très spécial, très perturbant. Ça doit faire peur. Mais je pense que ça arrive assez souvent. Oui, c'est plus commun qu'on ne le pense. Exactement. Aussi, on va parler maintenant de la représentation de la femme, notamment avec le male gaze, que l'on peut traduire par le regard de l'homme. C'est un concept associé à la représentation de la femme généralement au cinéma, mais aussi dans la lecture, la photographie et l'art en général. On peut aussi retrouver le male gaze dans les publicités. Il s'agit d'une façon de représenter la femme de sorte à ce qu'elle plaise aux hommes hétérosexuels. Et ainsi, on retrouve dans ses œuvres une image de la femme qui est très sexualisée, objet de désir, qui a un rôle de second rang, souvent là pour accompagner le personnage principal masculin. Et oui, dans les jeux vidéo, les femmes sont souvent sous-représentées ou hyper sexualisées. On suit le male gaze, on ne cherche pas vraiment à représenter la femme et on répond à un fantasme et on oublie les gameuses aussi. Mais d'ailleurs, j'aimerais citer le Women in Games France qui dit qu'en France, 79% des femmes trouvent que les personnages féminins dans les jeux vidéo ne sont pas à l'image de l'ensemble des femmes. Et d'après un rapport effectué par le Jenna Davis Institute en 2023, 48% des femmes affirment ne pas trouver assez de personnages féminins forts dans les jeux vidéo. Aussi, il y a le female gaze qui est là pour contester le male gaze et offrir une meilleure représentation des femmes. Donc pour changer un petit peu les choses. Mais c'est très bien. Après, les jeux vidéo, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que souvent c'est des femmes avec des gros décolletés, des shorts très courts, et c'est pas du tout une représentation. Et surtout, parfois, c'est dans des jeux vidéo où il faut se battre. À quel moment on se dit que se battre en petite tenue, c'est pratique ? Oui, mais c'est souvent comme ça. Moi, je joue un peu plus aux jeux vidéo, mais c'est vrai que la représentation des femmes, elle augmente que ces dernières années. Donc, dans les films, les jeux vidéo, qui représentent les femmes, je dirais que l'un qui m'avait touchée, c'était The Last of Us. Il y avait aussi Become Humans, où là, tu as vraiment des personnages un peu plus profonds. Bien écrits. Bien écrits, voilà, qui ne se concentrent pas du coup sur la sexualisation de la femme. Et c'est vrai que avant, c'était très rare. Ouais. Après avoir parlé des jeux vidéo, on peut parler des réseaux sociaux et la misogynie en ligne. Donc personnellement, j'aimerais mentionner les cas de harcèlement de certaines influenceuses ou youtubeuses qui se sont pris des vagues de haine juste parce qu'elles sont des femmes. Donc je pense notamment à Lena Situation qu'on a évoqué dans un autre podcast, elle a un succès et ça dérange en fait. Exactement. Il y a vraiment une critique constante sur son physique, sur sa voix. Alors elle s'est coupé les cheveux, c'est la fin du monde, sérieusement. Donc chacune de ces prises de parole, elles sont moquées ou réinterprétées, alors que là où un homme serait applaudi pour sa réussite, elle est constamment rabaissée. Oui, et aussi on peut parler du fait que elle avait fait une remarque à Anime qui n'avait en plus pas forcément mal pris et qui avait accepté sa remarque et elle s'est pris une très grande vague de haine. Ouais. Donc en fait, ça montre qu'une femme qui réussit, ça devient une cible. On peut penser aussi à Chloé Gervais qui est un petit peu moins connue, c'est une influenceuse, je dirais,
Elle a subi des harcèlements massifs dès qu'elle s'exprime. Donc en fait, ça montre qu'une femme qui parle fort, qui pose ses opinions, elle est tout le temps attaquée en fait. Et on le voit très peu pour les hommes. C'est aucun cas d'hommes harcelés parce que ce sont des hommes. Oui, et en plus, j'aimerais rajouter que la discrimination en ligne, elle s'ajoute avec un harcèlement, un cyberharcèlement en général. On peut le voir notamment avec Magla, et ça se retrouve dans sa vie personnelle, puisqu'elle a dû porter plainte contre un stalker. Oui. Et c'est assez terrifiant parce qu'elle en a eu plusieurs, et on se dit qu'en fait, rien que d'être en vie sur Internet, dès qu'on est connu, on se met en danger. En fait. Oui. Aussi, selon Le Monde, il va y avoir un mouvement du coup qui s'appelle le mouvement masculiniste, donc qui est un mouvement antiféministe qui va se développer ces dernières années. Et on va le retrouver dans de nombreux contenus sur Internet sous la forme de podcasts, de vidéos, de développement personnel pour inviter les hommes à réussir, à devenir riches, à avoir du pouvoir, séduire les femmes. Et ces contenus, ils posent de nombreux problèmes. En effet, les propos des masculinistes sont souvent des propos misogynes et faisant la promotion d'un retour à une époque où la femme était soumise à l'homme, au foyer, sans indépendance. Ils prônent un principe de domination de l'homme sur la femme. On peut citer par exemple l'un des plus connus en France, c'est Alexis Jones, mais aussi Andrew Tate aux États-Unis. De plus, le mouvement masculiniste est en lien avec le mouvement des incels. Donc les incels, ça veut dire célibataires involontaires. Et il désigne les femmes, notamment les féministes, comme responsables de leur solitude, parce que tous les problèmes sont dus aux femmes, c'est bien connu. Ils ont souvent du coup des propos violents, des insultes, voire ils réalisent des actes violents envers les femmes. On peut citer tristement la tuerie de 2014 de Elliot Rodger, qui voulait punir les femmes de ne pas sortir avec lui, et il a tué en tout 6 personnes et en blessé 14 lors de cette fusillade, et il s'est suicidé juste après. Et ben c'est génial, ça, je ne crois pas en avoir entendu parler, mais c'est horrible. C'était surtout connu du coup aux États-Unis. Oui, puis 2014 on était assez jeunes. Oui, j'ai vu quelques années plus tard, mais ça montre que ces contenus ils sont d'autant plus dangereux car les consommateurs de ces contenus ils vont être souvent des garçons et des adolescents, et quand ils vont voir ce genre de personnes qui en plus dans le milieu incel sont idolâtrées pour ces tueries, et surtout ils attisent la haine envers les femmes. C'est ça, ça va entraîner une génération d'hommes qui détestent les femmes, et c'est déjà que la misogynie est pas mal présente. Déjà là, ouais. Oui, et qu'elle a beaucoup d'impact, ça nous fait du mal davantage en fait. Ouais, ça fait vraiment très peur. Et donc pour continuer, on peut parler de la misogynie envers les femmes racisées. Donc en fait, il y a vraiment une double discrimination de la femme racisée. Elles ont beaucoup moins de représentation, elles sont sexualisées et subissent davantage de misogynie au quotidien. Donc par exemple sur leur apparence, leurs cheveux, leurs vêtements, sur leur comportement, elles peuvent être plus jugées ou insultées plus souvent que les femmes blanches. Leurs pratiques religieuses, leur sexualité, alors souvent on attribue le terme de beurette. Oui, c'est ça. Si j'avais bien compris. Et dans la médecine, on peut parler du syndrome méditerranéen. Exactement. Donc ça, c'est lié, on avait un petit peu parlé dans un autre podcast de la misogynie noire. En fait, donc toutes les femmes du coup qui sont racisées, qui proviendraient de Méditerranée. Donc ces femmes, on va pas les prendre au sérieux et on va croire qu'elles vont exagérer en fait leur ressenti, leur douleur, et ça a engendré du coup beaucoup de décès dans le milieu médical. C'est super, c'est de la misogynie plus du racisme. Exactement. Excellent. Et ensuite, on peut continuer sur la misogynie intériorisée. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la famille. Donc la misogynie, ça vient pas toujours de l'extérieur. Elle s'installe parfois à l'intérieur, transmise dès l'enfance, souvent sans intention de nuire. Et c'est ce qu'on appelle la misogynie intériorisée. Donc dans la famille, elle peut prendre la forme de phrases apparemment anodines, comme une fille doit se faire discrète. Sois jolie, c'est important. Un garçon, ça pleure pas. Ou encore, fais attention à ce que les gens vont dire. Oui, et ces phrases, elles sont pas toujours formulées par des hommes. Ça peut être des mères, des tantes, des grands-mères qui peuvent aussi les transmettre. Non parce qu'elles méprisent les femmes en réalité, mais parce qu'elles ont elles-mêmes grandi dans une société où respecter ces règles était une manière d'être acceptée, protégée, parfois même de survivre. La misogynie intériorisée pousse les femmes à se juger entre elles, sur leur apparence, leur maternité, leur comportement, leur réussite. Elle crée de la rivalité là où il pourrait y avoir de la solidarité. Elle apprend très tôt aux filles à se conformer, à se faire petite, à douter d'elles-mêmes. Donc dans la famille, ça peut se traduire aussi par une répartition inégale des tâches, donc qui sont acceptées comme normales, ou par une plus grande indulgence envers les garçons. Donc à force de répétition, ces inégalités, elles deviennent invisibles, presque naturelles.
Donc on observe un phénomène intitulé Weaponized Incompetence, généralement pratiqué par les hommes au détriment de la femme dans les couples hétéros. Donc le principe est d'utiliser sa soi-disant incompétence, son incapacité à faire quelque chose comme une justification de ne pas le faire. Ben oui, c'est marrant ça. Donc voire de ne rien faire du tout, pour faire en sorte qu'une autre personne le fasse pour nous. Donc sa femme, sa sœur, sa mère. Exactement. Par exemple, si on me demande de cuisiner, je peux dire je sais pas cuisiner. Ou mais tu cuisines tellement mieux que moi pour ne pas avoir à le faire. Et donc ça participe encore davantage au déséquilibre dans la famille. Quelqu'un nous l'a fait remarquer, donc dans les témoignages, les filles ont plus tendance à se lever pour débarrasser, servir, etc. que les hommes. Et ça, c'est peu importe l'âge. Et c'est vrai que personnellement, à chaque repas de famille, je vois rarement les hommes débarrasser la table. Et ça m'énerve, ça me met en rage. Ou faire la vaisselle. Et une fois qu'on l'a remarqué, c'est impossible de pas le voir. Et je suis dégoûtée que les choses elles bougent pas, parce que parfois je me dis je vais attendre que mon frère, enfin peu importe, que quelqu'un se lève, qu'un homme se lève, et tu dis non, parce que du coup tu laisses ta mère, ta tante, ta grand-mère tout s'occuper. Et c'est vraiment une situation délicate. Et je suis d'accord, parce que j'ai déjà vu et déjà vécu cette situation moi-même, et je dois avouer que c'est très très frustrant, car ça donne l'impression d'être en infériorité, qu'on doit servir un petit peu les autres dans ce genre de situation. Et moi, j'ai ressenti tout de suite beaucoup d'injustice. J'aimais bien faire des petites remarques du style tu pourrais débarrasser ton assiette, parce que voilà, c'est très très frustrant. Et cependant, je pense qu'on pourra rien ou très peu changer chez les anciennes générations, puisque c'est déjà, comme on a dit, internalisé, en fait. Voilà, c'est ancré. Et en fait, il revient aux nouvelles générations, notamment aux nouveaux parents, de changer les choses. Pour moi, il faut avant tout éduquer les enfants sans faire de différence sur leur liberté, leurs devoirs en fonction de leur genre. Oui, parce qu'on est tous égaux. Exactement, et il faut valoriser les deux genres de la même manière. Cela pourrait éviter que tout repose sur la femme plus tard dans le couple, et permettrait d'éviter de reproduire tout simplement ces comportements à l'avenir. Aussi, les adultes doivent également montrer l'exemple. Donc, si vous êtes sensibilisé à ça et que vous êtes un homme, s'il vous plaît, faites des efforts. Oui, moitié-moitié. Pour répartir du coup l'égalité de la charge des deux parents. Et aussi, leur présence auprès des enfants est assez importante, peu importe le genre. Et aussi, selon une question de sondage que l'on vous avait posée, donc avez-vous déjà subi de la misogynie au sein de votre famille ? 60% ont répondu oui. Plus de la moitié. Voilà, comme quoi ça montre que ça part un peu de là aussi. Ça me choque pas, personnellement. Moi non plus, ça me choque pas. Et pour continuer, voire même terminer, il y a la résistance et les changements. Donc on peut parler d'associations, par exemple. Donc il y a la Maison des femmes sur l'île, qui est composée d'associations et d'individus engagés dans la protection, la promotion des droits des femmes, l'accès à l'égalité, la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes, la lesbophobie, le soutien des actions en faveur de la paix. Donc évidemment, le lien est en description. Et donc, pour terminer ce podcast, Justine, je voudrais savoir si tu te reconnaissais dans tout ce qui a été cité. Moi, je me retrouve surtout dans la partie misogynie intériorisée. Dans ma famille, ce sont très souvent, comme j'ai dit, les femmes qui vont débarrasser, qui vont faire le ménage, qui vont se soucier s'il y a telle ou telle chose qui sont achetées en course. J'ai souvent reçu aussi des remarques, des blagues liées à mon genre, ou entendu des propos du même style. Donc, souvent les blagues sur les blondes, les gonzesses, ce genre de choses. Et quand j'étais plus jeune, j'ai souvent jugé davantage les femmes que les hommes. Et je m'en suis rendu compte qu'à partir du lycée, parce que c'est quelque chose qui a appris, c'est un travail sur soi à faire. Parce que petite, je remarquais déjà une différence de traitement dans les films que je regardais. Je ressentais déjà de l'injustice. Et je voulais me séparer un petit peu de l'image, en fait, que je voyais sur les représentations qu'il y avait à la télé. Et comme la plupart des femmes, j'ai vécu aussi du harcèlement de rue. J'imagine que toi, c'est le cas. Oui. Les sifflements, les klaxons, tout ça. Voilà. Et mademoiselle, non, c'est... Des clins d'œil aussi. Ouais, ça fait peur. Oui, c'est des regards insistants. Mais tu vois, plus je vieillis, plus j'ai peur des hommes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et il y a plusieurs aussi de mes amis qui ont des témoignages là-dessus, sur des faits même plus graves. Et enfin, j'ai remarqué des différences au niveau des vagues de haine qu'ont pu subir les femmes, en fait, par rapport aux hommes. Donc sur les réseaux sociaux, donc il va y avoir des commentaires vraiment désobligeants, des messages de menaces de mort très, très réguliers en réalité. C'est terrifiant. Oui, voilà, on peur pour notre vie à chaque fois. Surtout, parfois, on sait que ça peut vraiment... C'est peut-être sur les réseaux sociaux, mais ça peut atteindre le réel, en fait. Il y a vraiment des gens qui se déplacent pour aller tuer des femmes, en fait, parce qu'ils les ont menacées. Oui. C'est terrifiant. Parce que le pire dans les menaces de mort, c'est qu'il y a une part de réalité derrière.
Et Et c'est même ça qui est s'il ne le terrifiant. pensait pas, à quel moment tu vas menacer une femme de mort? Mais Ah, ça, t'es c'est détraqué pour le faire en fait. c'est aussi un truc sur Internet, c'est que les gens ont le courage Oui, mais ils se croient tout permis parce que c'est sur internet. Mais excusez-moi, si vous avez traité une femme, si vous l'avez menacée de mort, vous êtes détraqué en fait. Oui, Complètement. faut vous soigner un petit peu, puis Voilà. faire autre chose de votre vie peut-être que Mhm. d'envoyer des messages de mort sur Instagram. Et il faudrait aussi changer les modalités pour ne pas que du coup ça se reproduise, Oui. effectivement, pour pas qu'il y ait de nouveaux détraqués finalement. Pour que les femmes se sentent plus en sécurité. Exactement. Et donc, pour conclure, en France, 86% des femmes, elles déclarent avoir personnellement vécu une situation sexiste. Ce chiffre affolant montre à quel point l'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'est pas encore obtenue et que le chemin est encore long. Donc il faut continuer à en parler, comme on fait aujourd'hui, comme on fait sur ce podcast. Exactement. Et il faut continuer à se mobiliser pour obtenir gain de cause, parce que l'égalité, quoi qu'on dise, elle n'est pas encore vraiment obtenue, quoi. Oui, de toute façon, il faut jouer sur tout. Il faut jouer sur l'éducation, il faut jouer sur la sensibilisation au quotidien. Même sur soi, même si on est une femme, c'est important de regarder un petit peu la misogynie intériorisée qui pourrait nous rester et être solidaire, en fait, aussi. Et voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était le dernier. On espère que ça vous a plu. Exactement. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de faire, surtout de parler pour la cause des femmes, en fait. Oui. C'était très agréable à faire. Donc évidemment, tous les liens concernant les associations sont en description. On a plein d'autres informations sur notre Instagram, donc @womencarepodcast. Et on espère que ça vous a plu. Voilà, on espère que ça vous a beaucoup plu. Et oui, évidemment. Et on vous remercie aussi pour votre soutien tout au long de cette petite aventure de podcast. Salut! Au revoir!